Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel genre de kink ont vos auteurs préférés? Non? Dommage parce que je vais y répondre quand même. Ici je vais parler de kink, donc de fétichisme au sens large. Il ne s'agit pas forcément d'attirance sexuelle à proprement parler, mais à partir du moment où on voit une certaine récurrence, voire obsession d'un thème particulier chez un auteur de manga ou un réalisateur d'anime, on va se poser des questions. Et je précise qu'on ne parlera pas de hentai parce que ce serait trop facile. Vous connaissez sans doute Osamu Tezuka pour des œuvres comme Astro Boy ou Princesse Saphir, et vous avez sans doute remarqué qu'il aimait bien les animaux anthropomorphisés, comme dans Le Roi Léo ou Unico. Et bien dans certains de ces mangas, on trouve également des personnages qui peuvent se transformer en animaux comme vampires, dont le personnage principal est un loup-garou, il y avait un piège. C'est le cas également dans Kirihito, une œuvre assez sombre et violente de sa période Gekiga, qui parle d'une maladie mortelle qui transforme les humains en bêtes, avec notamment des scènes de sexe pas consenties, incluant des personnages frappés par cette maladie. Il y a aussi l'anime original Bagi, que Tezuka a réalisé pour s'opposer au début des expérimentations sur l'ADN au Japon dans les années 80. Et on sent qu'au-delà de son message politique, il s'est surtout fait plaisir avec le personnage de Bagi, une lionne anthropomorphe qui ferait passer Lola Bunny dans le premier Space Jam pour une nonne. Vous l'aurez compris, Tezuka était un furie. Oh, tout de suite, ça va, il y en avait déjà plein des dessins animés avec des animaux anthropomorphisés à l'époque, ça veut pas dire qu'il était un furie. On a retrouvé plein de croquis de personnages d'animaux anthropomorphes, cachés dans un de ses tiroirs 25 ans après sa mort. Ah oui, quand même. En effet, en 2014, c'est sa fille qui trouve ces croquis et les rend accessibles au public. Alors, évidemment, le terme furie est anachronique dans le cas de Tezuka, mais il montre que ce genre de kink, ça ne date pas d'hier. Et certains réalisateurs actuels semblent avoir ce genre de penchant également. Et oui, c'est toi que je regarde, Mamoru Hosoda. Déjà, il a commencé la réalisation sur des films d'animation Digimon, et s'il y a bien une franchise qui a converti nombre de gens au furie avec ses waifumon, c'est bien celle-ci. 10 ans plus tard, il décide de faire un remake de son propre film avec Summer Wars. Sans déconner, si vous avez vu Digimon le film, les parallèles sont flagrants. On a donc un premier film dont les personnages ont des avatars d'animaux anthropomorphisés, qu'il va ensuite enchaîner avec les enfants loups Ame et Yuki, où là les persos se transforment littéralement en animaux, puis le garçon et la bête. Et enfin, en 2021, sort le film Belle, une réinterprétation de La Belle et la Bête, à nouveau avec des avatars d'animaux anthropomorphisés comme dans Summer Wars. Bon, en vrai j'exagère un peu, il n'y a pas vraiment d'éléments qui relèvent du furie dans les œuvres de Mamoru Hosoda, à part dans Les Enfants Loups, dans lequel la scène d'amour entre Anna la protagoniste et son chéri se passe avec ce dernier à moitié transformé en loup. Jetez à l'œil Mamoru Hosoda. Il y a son nouveau film Scarlet qui arrive fin 2025, pour l'instant on n'en a pas vu grand chose, mais je m'attends à tout moment à ce qu'un compagnon poilu arrive à l'écran. Mais du coup, est-ce que Hayao Miyazaki c'est un furie aussi? Hayao Miyazaki? Non. Bon, c'est vrai qu'il a réalisé la série Sherlock Holmes avec des personnages de chiens, mais ça veut rien dire. Bon, ok, on trouve une romance entre un être humain et un personnage avec des caractéristiques animales dans Porco Rosso, et dans Princesse Mononoke, et dans Le Voyage de Chihiro, et dans Le Château ambulant, et dans Pogno sur la falaise. Plus sérieusement, les persos d'animaux anthropomorphisés, ça existe depuis longtemps, sans que ça suppose forcément des tendances furie. On en voit encore dans plein de mangas et d'animés récents comme Beastars ou Brand New Animal du studio Trigger, même si celui-là tout le monde l'a oublié. C'est même de plus en plus mainstream de trouver des romances avec des persos furie. Dernièrement, on a eu toute une vague de mangas de ce genre-là. Après, si on se penche vers des kinks plus classiques, on a par exemple Hajime Isayama, l'auteur de L'Attaque des Titans, dont le truc, c'est les muscles. Et ça concerne tout autant ces personnages humains que les titans qui ressemblent parfois à des modèles anatomiques géants. Non mais regardez-moi ces tablettes de chocolat. Et même quand on lui demande de faire des illustrations un peu spéciales, bon bah il dessine une séance de sauna remplie de mecs musclés. Ah ça c'est sûr, au moins lui on peut pas lui reprocher de faire du fanservice classique du genre des panty shots. N'est-ce pas Yukinobu Tatsu? Tu crois que je t'ai pas vu foutre tes personnages en sous-vêtements à la moindre occasion? Alors j'aime bien parce qu'il se justifie en interview en mode « Non mais moi je fais pas ça pour le fanservice, ça n'arrive à mes personnage que quand c'est une conséquence logique des événements. Ah ouais? Et qui c'est qui décide des événements dans ton manga? C'est pas toi peut-être? C'est bien de te justifier, mais ce sera encore mieux si ce que tu disais n'entrait pas en contradiction avec ce que tu dessines. Attendez, parce que si vous me croyez pas, vous voulez une preuve? Yukinobu Tatsu, il a fait des mangas avant Dandadan, dont Yamada Kiki Ipatsu, un one-shot où on suit Yamada, dont le chara-design fait pas mal penser à celui de Momo. Elle est une guerrière qui protège le Japon de monstres géants en devenant elle-même gigantesque, à la manière d'Ultraman, dont l'auteur est très fan et y fait souvent référence. Un nouveau monstre arrive, sauf que, alors qu'elle faisait du shopping avec ses
ses copines dans une boutique de sous-vêtements, elle a malencontreusement oublié sa tenue de combat, comme par hasard. Du coup, au moment où elle grandit, elle a peur que tout le monde voit sa nouvelle culotte et ne peut pas combattre parce qu'elle est trop embarrassée. C'est alors que, et je vous jure que c'est vraiment ça l'histoire, son crush et ami d'enfance se met lui-même en sous-vêtements pour l'encourager et lui dit qu'il veut la voir en sous-vêtements. Puis les copines de Yamada et tous les autres personnages font pareil. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Yamada arrache ses vêtements et bat super facilement le monstre en finissant évidemment par un German suplex avec un ultime panty shot. T'es sûr que t'as pas de problème avec les sous-vêtements, Yokinobu Tatsu? Et c'est pas un doujin obscur sorti de nulle part, c'est un vrai manga one-shot publié officiellement sur le site Shonen Jump Plus. Donc il a bien montré au monde entier qu'il est obsédé par les sous-vêtements. Ou peut-être l'exhibitionnisme. Après, c'est pas tant le fait qu'il dessine ça que je lui reproche, mais plutôt le fait qu'il n'assume pas derrière. Gros, ça y est. Sinon, vous vous souvenez dans une autre vidéo quand je parlais de Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, et qu'il préférait dessiner ses personnages avec plus de rondeur que ce qu'on voyait d'habitude? Eh bien, c'est une fraude! Alors, je parle pas du fait que cette différence disparaisse dans l'animé, ça il y est pour rien, mais c'est surtout qu'en fait son chara-design est très normé, et l'un des seuls personnages gros est littéralement une boule. C'est littéralement Choji de Naruto, mais en pire. Regardez, il a même copié le moment où il perd du poids en plein combat. Non, le vrai Chubby Enjoyer, vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est GG Akutami, l'auteur de Jujutsu Kaisen. Dans un de ses one-shots, Nikai Bongai Barabarujura, sorti avant JJK, l'un des persos principaux est une lycéenne avec une carrure plutôt épaisse. Et c'est pas la seule, c'est aussi le cas d'une autre qui ressemble à Maki. Et si vous n'êtes pas convaincu, eh bien sachez que JJ Akutami tenait tellement à ce chara-design qu'il a dû se battre avec son responsable éditorial pour l'imposer, scène qu'il représente lui-même à la fin de ce one-shot. Et je pense que là où ça a été toléré pour un one-shot, ça n'a pas dû passer pour son manga principal Jujutsu Kaisen, dans lequel on ne trouve aucun personnage un tant soit peu large et surtout pas chez les persos féminins. Le pauvre, condamné à dessiner des femmes plus minces les unes que les autres. Ça me dégoûte. Heureusement, Akutami s'est réconforté avec un autre kink qui était également présent dans ce one-shot, le vor. Sérieusement, regardez le nombre de trucs qui ont un rapport avec le fait d'être mangé. Entre Yuji qui bouffe les doigts de Suguna, Geto qui bouffe les malédictions, et tous les ennemis qui bouffent des gens, à un moment ça commence à se voir. En parlant de bouffe, si l'auteur de My Hero Academia est une fraude concernant le poids de ses personnages, il l'est beaucoup moins concernant son vrai kink, la bouche. En effet, il dessine cette partie du corps avec énormément de détails et d'attention, notamment la dentition de ses personnages. C'est particulièrement flagrant avec Himiko Toga et son sourire carnassier. Et c'est pas le seul, on m'en a parlé, alors apparemment c'est aussi le cas de Tsubasa Yamaguchi, l'autrice de Blue Period. Après, j'ai pas lu ce manga. Par contre, c'est sûr que c'est le cas de Sal Jiang, une autrice de Yuri turbo-lesbienne, qui se fait plaisir dans son dernier manga en cours, Wicked Spot, avec la magnifique dentition de Sadako. Après, je pense que c'est plus dur de trouver quelque chose dont cette autrice n'est pas fan que l'inverse, car à partir du moment où ça concerne des femmes, elle aime tous les physiques. Elle est tellement lesbienne qu'elle raconte être attirée par des femmes qui ont 30 ans de plus qu'elle. Malheureusement, ces mangas ne sont pas encore publiés en France. Alors que Ayaka est amoureuse de Hiroko est un titre très grand public, qui a même eu une adaptation en drama. Ça pourrait tout à fait sortir chez nous. Akata, si jamais vous regardez cette vidéo. Après, la vraie autrice dégénérée originelle, c'est évidemment Yokoyari Mengo. Dessinatrice sur Oshinoko, avant ça elle avait notamment fait Scum's Wish, qui démonte bien les clichés habituels de la romance, et parle explicitement du désir féminin. Elle a aussi fait No Control, un manga en 2 tomes publié en France, et qui est également très explicite dans la représentation du désir féminin. D'une manière générale, j'ai l'impression qu'elle aime bien les femmes entreprenantes, et l'inceste aussi. Dans plusieurs de ses one-shots, elle aime bien en inclure. D'ailleurs, dans Oshinoko, qu'elle faisait en collaboration avec Aka Akasaka, l'auteur de Kaguya-sama, Mengo a dit en interview qu'elle aurait bien aimé développer un peu plus la relation entre Aqua et Ruby. Yes! Je veux dire, oulala, non, c'est pas bien. Pour aborder des kinks moins controversés, je ne peux pas faire une vidéo sur le sujet sans mentionner la meilleure partie du corps, les sourcils, évidemment. En plus, dernièrement, on a plein d'autrices qui apportent beaucoup de soins aux sourcils de leurs persos, comme Makoto Ojiro, connue pour La fille du temple au chat, et Insomniac. Batan, une autrice de Yuri publiée en France, ou encore Ami Wuzomi, avec son Yuri Pink Candy Kiss, que j'adorerais voir arriver chez nous. Et même s'ils sont moins détaillés chez lui, il faut aussi noter le travail de l'auteur Afro sur Au Grand Air et Mono, dont l'animé est sorti récemment, et qui présente une moyenne d'épaisseur de sourcils assez satisfaisante, il faut dire. Restons dans l'anatomie avec un kink très connu,
les pieds. Je me suis demandé si Masashi Kishimoto ne cachait pas quelque chose dans Naruto avec son univers de ninja en sandales aux doigts de pieds apparents, mais en vrai non, les pieds sont rarement mis en valeur dans les planches de Naruto. Contrairement à l'anime Garden of Words de Makoto Shinkai sorti avant Your Name. C'est l'histoire d'un lycéen qui confectionne une paire de chaussures pour une jeune femme. Oui, il aime bien les romances avec une différence d'âge, Makoto Shinkai. Dans Garden of Words, on a donc une attention toute particulière apportée à l'animation des pieds. Et en vrai, c'est plutôt rare d'avoir un animé d'autant plus grand public et pas érotique basé sur ce fétichisme. Perso, c'est pas mon truc, mais j'imagine que ça fait de mal à personne, du coup... Merci Makoto Shinkai. Si on prend un peu plus large que les pieds, il y a une réalisatrice qui est très connue pour mettre en avant les jambes de ses personnages, Naoko Yamada. Que ça soit dans Keion, Hibike Euphonium ou A Silent Voice, la réalisation va souvent se concentrer autour des jambes de ses personnages. Après, c'est pas tant du fétichisme qu'un moyen original de transmettre les émotions de ses personnages à travers une partie du corps différente du visage et des yeux. Mais comme on est là pour surinterpréter, on va supposer que c'est aussi parce qu'elle kiffe ça au moins un petit peu. On a fait différentes parties du corps, maintenant, que diriez-vous de vous intéresser à ce qui sort du corps, les fluides corporels ? Cette phrase est dégueulasse. Un classique, c'est évidemment Mysterious Girlfriend X, un manga animé sur le kink de la salive par Riichi Ueshiba, un auteur très kinky d'une manière générale. On suit Tsubaki, un lycéen qui, un jour, goûte la salive qu'a laissé sa camarade de classe Urabe en dormant sur son bureau. Un comportement plutôt normal, quoi. Depuis, il ressent des symptômes de manque, ce dont se rend compte Urabe qui va lui proposer de lui faire goûter sa salive chaque jour après la sortie des cours, ce qui va les amener à se rapprocher et à sortir ensemble. Et en vrai... cet animé, il est bien, je vous jure. Déjà, la réalisation est très cool, avec un style rétro dans le chara-design et des musiques très sympas, mais en plus, je trouve que c'est une bonne représentation de la découverte de la libido par des adolescents. Donc ne vous laissez pas rebuter par le synopsis un peu chelou. Surtout qu'au final, la salive... on s'en échange des litres lorsqu'on se roule des pelles. Donc je vois pas pourquoi ce serait plus dégueu de le faire de manière indirecte. Évitez quand même de goûter ce qui traîne sur un bureau parce que c'est pas très hygiénique, et sans le consentement de la personne, c'est pas ouf non plus. Changeons de glande, cette phrase aussi est dégueu, pour parler de la sueur. Alors, il ne me semble pas qu'il existe vraiment un animé ou manga lié spécifiquement au kink de la sueur, mais... Shakunetsu no Takyu Musume. C'est un manga et animé avec des collégiennes qui font du tennis de table. Alors l'histoire est plutôt classique et casse pas trop pattes à un canard, même si c'est un peu mignon avec des sous-entendus yuri. Par contre, j'ai jamais vu la sueur être autant représentée dans un manga ou animé. Leurs échanges sont tellement intenses qu'au bout d'à peine quelques points, les personnages dégoulinent, il pleut littéralement des gouttes de sueur, et leurs vêtements sont totalement imbibés. Sans déconner, elles perdent plus d'eau que les chevaliers du Zodiaque perdent de sang dans un combat contre un chevalier d'or. Bon, après, un peu comme la salive, la sueur, ça va, c'est pas ce qui est considéré comme le plus dégoûtant lorsqu'on parle de fluide corporel. Non, ce que les gens redoutent le plus lorsqu'on parle du sujet, c'est... Bon oui, on va parler de caca et de pipi, voilà, je l'ai dit, vous êtes contents ? Akira Toriyama était un des principaux représentants de l'humour pipi-caca à la japonaise dans son manga Dr. Slump, ainsi que dans les débuts de Dragon Ball. Genre, la fin du premier chapitre, c'est littéralement Bulma qui se pisse dessus. Alors le pipi-caca, c'est un humour assez universel qui fait appel à nos instincts les plus enfantins, et le Japon l'a élevé au rang de véritable art populaire depuis des siècles, donc c'est pas étonnant d'en voir très régulièrement. Genre mon OAV préféré de Naruto, c'est la fête de Konoha, dont l'histoire c'est Naruto à la chiasse, et à chaque fois qu'il veut aller aux toilettes, il est interrompu. Et c'est juste drôle quoi, l'épisode est beaucoup trop bien réalisé alors que c'est le même gag en boucle. L'un des principaux artisans de cet humour, c'était Shigeru Mizuki, avec son manga très populaire au Japon, Kitaro le Repoussant. Il a eu plein d'adaptations différentes en animé, mais si vous lisez le manga d'origine, c'est fou à quel point quasiment tous les gags tournent autour du caca et des proutes. Alors, maintenant il faut qu'on parle d'Onimae, et pas pour les raisons que vous imaginez. Déjà, ça va peut-être vous surprendre, mais Onimae, c'est plutôt bien en fait. Moi aussi j'étais surpris, mais je vous jure que c'est vrai. C'est de la comédie tranche de vie assez mignonne et touchante, avec une animation beaucoup trop bien pour ce que c'est. Certes, il y a du fanservice chelou, mais c'est pas de ça dont on va parler. Non. Il faut qu'on parle de vessie. Parce qu'un accident arrive une fois dans une série, ça peut être un hasard. 2 fois, c'est peu probable, mais admettons. Mais 3 voire 4 fois en 12 épisodes, là non, ce n'est plus du hasard. C'est un kink. Alors là, j'avoue que ça ne joue pas en la faveur de cet animé, mais je maintiens qu'il est bien et je vous conseille d'aller le regarder. Tout seul, la porte fermée par contre. Et avant de juger, je vous signale qu'il existe sans doute des mangas et animés que vous aimez et qui contiennent des trucs chelous autour du pipi. Alors, je n'ai jamais lu le manga ni vu l'animé de Baki,
Mais d'après ce que je trouve sur internet, franchement, en termes de kink, Onimai c'est du pipi de chat à côté de Baki. Jamais cette expression n'a été aussi bien utilisée. Sans déconner, pourquoi tous les combattants de Baki se pissent dessus ou pissent sur leur adversaire? Y a vraiment un bail avec les sports de combat et le pipi? Ou c'est juste un délire de l'auteur? On trouve aussi pas mal de scènes avec du pipi dans JoJo's Bizarre Adventures, comme Avdol et Jean-Pierre qui pissent ensemble, Giorno qui boit une tasse de pisse, ou encore Jolene qui doit se retenir dans une scène. Coïncidence? Peut-être. Je pense que si c'était vraiment un kink, Araki, l'auteur de JoJo, ne le cacherait pas, parce qu'il a déjà parlé en interview de son kink pour les piqûres d'insectes, trait qu'il a d'ailleurs donné à Johnny Joestar dans Steel Ball Run. Du pipi, on en trouve également plusieurs fois dans Prison School, mais bon, c'est un peu un manuel du fétichisme, donc personne n'est étonné, ou encore dans ce truc. Mais bizarrement, j'ai pas trop envie d'en parler. Ensuite, comment faire une vidéo sur les kinks sans aborder un de ses plus grands représentants, le sadomasochisme. Depuis la fin des années 2010, on a eu une nouvelle vague de romances avec un perso féminin qui taquine de différentes manières un perso masculin. Si la plupart du temps c'est assez anodin, parfois c'est un peu plus physique. Comme dans Nagatoro, une comédie romantique à première vue plutôt classique entre un lycéen assez banal et une lycéenne assez entreprenante. Si le manga officiel reste relativement soft, il faut savoir qu'il a pour origine des persos originaux de l'auteur Nanashi qui leur faisait faire des trucs un peu plus explicites dans des illustrations, comme une séance de coups de pied dans les fesses étendue sur beaucoup trop de pages. Un peu comme les Monster Girls au début des années 2010, les relations de domination ont quitté les mangas de niche pour devenir mainstream. On peut noter par exemple Looking Up to Magical Girls, un Yuri Magical Girl dans lequel on suit Utena, qui va devenir contre son gré une antagoniste sadique et contre toute attente, y prendre goût. Et un peu comme Onimai, à première vue, ça ressemble à un truc de dégène. Et oui, effectivement, c'est un truc de dégène, mais c'est un bon truc de dégène. L'anime a connu un vrai succès sur internet, et le manga est même publié en France. Ce qui est aussi un peu dommage, parce qu'avant ça, l'auteur, Akihiro Ononaka, a fait Kumika no Mikaku, un manga de bouffe trop mignon avec des extraterrestres. Mais bizarrement, c'est pas celui-là qui a été adapté. Après, le vrai roi qui a introduit le kink de la domination au grand public, c'est évidemment l'auteur de Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto. C'est simple, Fujimoto il kiffe une seule chose, le femdom, se faire dominer par des femmes. Et le cannibalisme aussi, mais c'est une autre histoire. Son truc, c'est les femmes de pouvoir, entreprenantes et qui donnent des ordres. Y a qu'à voir la quasi-intégralité des persos féminins de Chainsaw Man, et la vie de soumis qu'elles font vivre à Denji. Mais il kiffe ça le bougre, et il en redemande. L'une des seules exceptions, c'est Kobeni. Et encore, elle cache sûrement des trucs avec son couteau. On sent que l'auteur se projette pas mal à travers le personnage principal de Denji. Et le perso féminin qui représente le mieux son kink du femdom, c'est évidemment Makima. Mais je n'en dis pas plus pour éviter de spoiler les animés only. Et là pour le coup, c'est pas du tout de l'interprétation. Tatsuki Fujimoto assume totalement et le dit lui-même en interview, dont voici quelques extraits. J'aime aussi les femmes dominatrices et irrationnelles. À la fac, il y avait une fille qui était méchante avec moi, et un jour mon vélo est tombé. Je me demandais ce qu'il s'était passé, et elle m'a répondu « C'est moi qui ai fait tomber ton vélo. Ha ha ha. » J'étais tellement heureux. Je veux des femmes qui soient dans une position supérieure aux hommes. Et pour ça, je voudrais dire merci Tatsuki Fujimoto. Merci de guider l'humanité vers des lendemains meilleurs, en me montrant la voie à suivre pour espérer un jour enfin pouvoir vivre dans un monde où les hommes assument leurs sentiments et où les femmes leur lattent les couilles. Merci d'avoir suivi cette vidéo, restez abonnés car d'autres arriveront. Vous pouvez maintenant me retrouver sur d'autres réseaux comme TikTok ou Instagram. Suivez-moi aussi sur Twitch, je fais des lives régulièrement, et à bientôt!